Je suis ravi d'accueillir ces 4 intervenants au profil bien diversifié pour cette table ronde Europe-Afrique, les fondements d'un nouvel axe. Donc nous accueillons Baye Diagne, qui est président du Conseil national du patronat du Sénégal et par ailleurs président de Business Africa, qui regroupe les patronats africains. Benoît Charvalier, qui est président Afrique de Business Europe, vice-président Afrique de MEDEF International, banquier d'affaires et par ailleurs qui a rédigé récemment un livre « Ce qu'attend l'Afrique ». Koundouns, qui est directeur général de la direction des partenariats internationaux de la Commission européenne, et Oliranaïvo Zanani, qui est directrice exécutive adjointe de la Fondation Afrique-Europe. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Pour qu'il y ait un nouvel axe entre l'Afrique et l'Europe, il faut qu'il y ait des intérêts communs. Donc, je vais commencer par donner la parole à Benoît. Alors, en quoi les intérêts du continent africain, du continent européen, convergent selon vous? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Merci de l'invitation et de retrouver des partenaires que nous retrouvons régulièrement dans différentes enceintes. Alors, pour répondre à votre question, ça dépend l'angle que l'on prend. J'ai coutume de dire que, outre une histoire, outre une géographie, on le répétera jamais assez, le continent africain est à 14 km si on prend la pointe nord des frontières européennes, on partage de plus en plus des intérêts communs. Alors pourquoi des intérêts communs? Parce que vous avez la gentillesse de faire référence à ce livre, des intérêts communs parce que précisément il faut sortir ce que j'appellerais du sandwich géopolitique ou de l'étau, c'est-à-dire coincé entre la Chine et les États-Unis, pour appeler les choses comme elles sont. L'Union européenne et de l'Afrique doit-elle reposer dans le cadre de ce nouvel axe qui est en train de se créer? On a depuis quelques années déjà, depuis les sommets de Bruxelles, commencé à reconstituer en fait les bases de cette relation entre l'Europe et l'Afrique. Le point de départ en fait était, Benoît y a fait référence, c'est que l'Europe est le premier partenaire commercial, et le premier investisseur, et le premier donateur en Afrique, et pourtant, quand on fait des sondages et on demande aux populations africaines et aux dirigeants africains qui est votre premier partenaire, qui est le partenaire que vous respectez le plus, la réponse n'est pas l'Europe. Donc on a un problème. Et on s'est interrogé sur les causes de ce problème. Et l'analyse nous conduit, les échanges que nous avons eus, nous ont conduit à plusieurs constats. Le premier, qui est indéniable, c'est qu'il y a une claire dynamique en Afrique de reprise de sa souveraineté. Et on le voit au niveau des dirigeants, on le voit encore plus au niveau des populations et des jeunes. L'Afrique veut être maître de son propre destin. Et ce n'est pas une nouveauté, ça ne date pas d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est une tendance que nous avons vue se développer de plus en plus depuis une décennie. Il faut vraiment faire les choses différemment. Et on l'a aussi entendu, on est vraiment aujourd'hui dans une interdépendance qui est structurelle. On a des priorités qui sont bien sûr communes. Il faut trouver aussi aujourd'hui cet équilibre entre comment s'assurer l'approvisionnement, par exemple en termes des chaînes de valeur, et comment est-ce qu'à côté aussi on puisse créer de l'emploi, comme vous l'avez bien mentionné, et aussi évidemment aussi penser à cette transformation qui est locale aujourd'hui. Donc je pense que la vraie priorité, c'est aller dans cette logique où on est plus dans du co-investissement et de la co-création. Il faut faire les choses ensemble, il faut faire les choses différemment et il faut aussi prioriser. On l'a entendu ce matin que, évidemment, l'Afrique, c'est pas juste 54 pays, c'est évidemment toute une diversité aussi en termes d'approche, en termes de ressources. Et donc ce niveau de granularité est aussi important aujourd'hui. Donc on parle de différents secteurs sur lesquels on peut travailler. L'Europe et l'Afrique
À quoi elle doit ressembler cette industrialisation du continent africain? À quoi elle doit ressembler? Elle doit s'articuler autour d'un partenariat public-privé, d'un partenariat privé-privé fort, parce que les besoins d'investissement sont énormes. Rémi le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il se tient une réunion même en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pilotée par la Banque africaine de développement, sur la nouvelle stratégie financière africaine. C'est-à-dire le besoin, c'est senti que l'Afrique doit aussi se mobiliser. En Europe, il y a bien sûr le Gateway, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, le Global Gateway, mais il faut que l'Afrique aussi se mobilise. Et il faut que les différents instruments que nous avons soient mis à la disposition du continent pour créer plus de dynamique, plus d'investissement. Je disais tout à l'heure, si on prend la ZLECAf, notre partenariat continental, il identifie clairement ce dont nous avons besoin en termes d'investissement routier, en fait, de toutes sortes. Mais nous, quand on a besoin de la route, on veut simplement la route. Peut-être que les questions environnementales n'ont pas été suffisamment prises en compte, peut-être que la nature de l'investissement n'a pas été suffisamment étudiée, mais nous voulons la route, c'est ça que nous voulons. Donc, et pour dire simplement, nous devons continuer ensemble de nous remettre en cause, d'aller de l'avant, d'écouter ce que l'autre dit, parce que le continent, l'investissement dont on a besoin sur le continent, il est énorme. Voilà, merci. Devant une population plutôt liée à l'Afrique francophone, est-ce que ça veut dire que la France doit faire un effort particulier plutôt vers l'Afrique anglophone que vers l'Afrique francophone? Comment est-ce que vous vivez ça? C'est une question qui a été posée, qui m'a été posée directement, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le premier continent francophone. On a d'ailleurs eu les chiffres de la francophonie. On est passé de la 5e à la 4e langue la plus parlée au monde, avec aujourd'hui 396 millions de locuteurs, et ces chiffres devraient augmenter considérablement, quasi doubler d'ici 2050, grâce notamment à la démographie du continent africain. Cela étant dit, la relation de la France avec les différents pays du continent africain passe aussi par l'Afrique anglophone, passe aussi par les pays du Maghreb, et ce sommet, Africa Forward, est un sommet qui va permettre justement de mettre en avant cette transformation de nos relations. L'objet de l'agenda des 4 pays, le pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, qui a été porté par le président de la République, qui justement revenait sur ce système de Bretton Woods, qui revenait sur un système qui a été créé alors que de nombreux pays africains n'avaient pas encore eu leur indépendance, pour justement rééquilibrer. Et c'est aussi l'objet de notre présidence du G7, lutter contre les grands déséquilibres mondiaux et revoir l'architecture, en particulier en ce qui me concerne, du développement. Avant de passer la parole à Christian Arnaud et Émilie, juste un mot de Rémi Rioux, si vous voulez revenir. Rémi? Non, je pense que pour aller dans le sens de Madame la ministre, le message de Nairobi, c'est vraiment de regarder toute l'Afrique en fait. Bien sûr, il y a un travail spécifique à faire en Afrique francophone, bien sûr, nous y avons des intérêts, beaucoup d'ambition, mais il faut que tout le monde réalise quand même que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Inde en fait. C'est la population de l'Inde et c'est le PIB de l'Inde en fait. Je ne suis pas sûr qu'on donne à l'Afrique le même statut aujourd'hui que ce qu'on donne à l'Inde. Et si vous vous projetez en 2050, on est sur beaucoup plus que l'Inde, 2,5 milliards habitants et un PIB de l'ordre de 10-12 trilliards probablement. Donc c'est un marché gigantesque. Non, et puis surtout, la volonté de faire ce sommet au Kenya, c'est aussi pour le président de la République d'être à la conquête. En fait, si la France ne va pas dans ces pays où on n'est pas attendu, en fait, on va devenir totalement, je dirais pas inutile, mais en tout cas beaucoup moins pertinent. Et donc, c'est tout simplement avoir une relation avec tous les pays africains dans leur diversité et de ne pas laisser de côté un certain nombre de régions pour des questions de langue. Et pour le coup, le président de la République est venu en 2019 au Kenya. C'était le premier président qui était venu depuis plus de 50 ans, enfin au Kenya. On voit bien qu'il y avait un sujet. C'est juste la dans la raquette, comme on dit. Stratégique de groupe. Pardon, monsieur. Christian Arnaud Émilie, alors vous êtes le directeur général de l'économie du ministère de l'économie. Vous êtes le patron du ministère, il faut dire les choses comme ça, hein, c'est simple.
comment va l'économie camerounaise, comment est-ce que vous, enfin, le Cameroun, qui est aussi un producteur de pétrole, un producteur important de pétrole, même si la production a plutôt baissé depuis les années 80, comment est-ce que vous avez vécu ça? Vous avez dit bonne nouvelle pour le budget, bonne nouvelle pour les recettes? Merci beaucoup pour l'occasion qui nous est donnée de participer à ce forum. Je voudrais d'abord embrayer sur le sujet très passionnant qui vient d'être développé pour ce qui est de la place de l'Afrique. Alors, ce qui arrive en réalité, nous constatons qu'il y a une recomposition au niveau mondial. Mais comme il a été dit subrepticement, en réalité, l'Afrique ne joue plus un rôle périphérique. Nous sommes en réalité à l'épicentre de cette recomposition. Tout à l'heure, on a parlé de la population. Effectivement, on se projette à 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Et nous avons un grand potentiel hydrologique. Et quand on voit au niveau, par exemple, des terres arables, au niveau mondial, ce qui reste, on a 60% de ces terres arabes en Afrique. Les chefs d'État africains avaient décidé que le capital africain doit être comptabilisé dans la manière de financer les défis environnementaux, les défis de développement. Le programme Axis est venu donc répondre à ces défis pour dire que nous avons des communautés locales, tout le monde le sait, l'Afrique, 60% des économies africaines sont rurales, en RDC c'est 70%, ils détiennent les gros des richesses, forêts, or, mines et tout le reste. Eh bien le programme Axis est né de cette volonté institutionnelle, à travers le mandat du Fonds social, d'arriver à mettre en place des plateformes de valorisation des ressources communautaires. Et donc, c'est une innovation financière qui est un programme d'appui au financement du développement sans endettement public. L'Afrique, c'est un continent jeune. C'est un continent qui va recevoir demain les industries, nous en sommes convaincus. Nicolas Sarkozy est dans la salle. C'est pourquoi nous investissons avec nos partenaires dans les zones économiques spéciales africaines pour promouvoir la promotion des produits africains. L'Afrique sera demain une des usines du monde, nous en sommes convaincus. Venez en Afrique, il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs. Venez en Afrique parce qu'en Afrique, on a les meilleures rentabilités. Nous, on a fait le pari, on a 23 000 emplois en Afrique. 95% de nos cadres sont des Africains et ce ne sont pas des pots de fleurs sur la photo. Nous prenons des responsabilités et nous sommes membres des comités de direction. Nous invitons les autres à nous suivre. Ce qui est le plus gros en fait du travail, de comprendre comment prompter, comprendre les modèles qui sont derrière, parce que chaque modèle a sa manière de parler. Comme un humain, on va s'exprimer d'une certaine manière, suivant justement la personne qu'on a en face de nous. L'IA, c'est la même chose, c'est savoir justement quel IA on a en face de nous pour justement savoir bien la prompter, avoir le meilleur résultat en sortie. Donc c'est surtout un travail de recherche sur ça. On voit beaucoup d'arbres, on voit beaucoup aussi d'architecture qui est quasiment naturelle. C'est ça, exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture également biophilique, où il y a des projets justement qui sont en train de se monter en Afrique avec ce principe-là, l'architecture biophilique, qui a pour objectif de mettre en commun l'architecture et la nature pour réduire l'impact carbone des différents bâtiments. C'était quoi la difficulté ou le risque dans ce prompt? Dans ce prompt, je dirais que c'était difficulté d'avoir des bugs, ce qu'on appelle des hallucinations. Le fait que l'IA invente, l'IA réinvente. Et donc c'est tout l'objectif de bien cadrer, de bien mettre en œuvre justement l'IA, de bien lui définir des paramètres qu'il ne doit pas faire. Et donc je dirais que c'était ça la plus importante. Parler là maintenant de l'Afrique qui produit de l'excellence pour l'exporter. On va recentrer notre regard sur le continent et parler de l'Afrique qui produit pour consommer sur place et qui doit répondre aux besoins alimentaires d'un continent et qui a justement de grands besoins. Je rappelle que 20% de la population du continent est sous-alimentée et parfois dans des situations de précarité alimentaire bien pires que celle-ci. Ça, ce sont des chiffres de la FAO de 2023. Je rappelle aussi que les importations agroalimentaires du continent africain représentent 110 milliards de dollars, c'est-à-dire un niveau de dépendance qui est quand même très important pour un continent qui, par ailleurs, a la terre et les ressources pour produire pour lui-même. Pour parler de ce sujet, je reçois avec plaisir Kakonou Bouko. Vous êtes économiste au CIRAD et vous êtes aussi l'ancien commissaire
de l'agriculture de l'UMOA, et puis vous avez aussi été ministre de votre pays d'origine, le Togo. À vos côtés, Christian Arnaud Emini, vous êtes professeur à l'université de Yaoundé, vous êtes aussi le directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du Cameroun, et vous avez été ancien conseiller du Premier ministre du Cameroun. Alors on va commencer avec cette question, un continent avec d'énormes besoins, un continent avec d'énormes possibilités, et un continent avec des freins et des défis à relever pour relocaliser une production alimentaire pour les consommateurs africains. Alors peut-être un petit panorama de ces défis à relever pour l'agriculture et pour l'agroalimentaire africain, parce qu'on va parler de toute la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de produire, il s'agit aussi de transformer, de stocker, et pour éviter les pertes des récoltes. Oui, comme vous l'avez dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 500 millions d'hectares de terres arables, et puis il y a 1 milliard de jeunes Africains qui aimeraient bien trouver du travail. Donc, je crois qu'on peut dire que l'agriculture devrait pouvoir être un des leviers de résolution de ce problème de chômage massif de nos jeunes. Christian Arnaud Emini, si on traduit ce propos-là à l'échelle du Cameroun, est-ce que vous faites le même constat des freins et des défis d'une agriculture qui doit produire pour ses consommateurs locaux? Ou peut-être que vous avez aussi identifié des verticales sur lesquelles il faudrait mettre l'accent. Oui, merci. Pour embrayer sur mon ami, effectivement, il peut y avoir un problème de demande, il peut y avoir un problème d'offre, mais ici, je pense que nous sommes bien en deçà de notre capacité de production. Et là, je pourrais donner raison à Jean-Baptiste Say, qui disait qu'en réalité, l'offre crée sa propre demande. Donc, vous voyez, comme vous l'avez bien souligné, il y a un contraste. C'est-à-dire, nous importons en Afrique davantage ce que nous devons manger, alors que nous avons un énorme potentiel. Et je dirais comme mon ami qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, et c'est pourquoi nous sommes ici. Parce que 65% environ des terres arables inexploitées dans le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui une même question à travers 2 filières. Le cacao déjà mondialisé, mais sous tension, et le moringa en cours de structuration. La question de la thématique est comment produire pour le marché européen? Est-il un marché stratégique? Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des intervenants de renom. Jean-Paul Evin, je suis chocolatier. Alors, moi, j'ai participé avec un collègue qui s'appelle Christophe Bertrand, qui est la Fédération des chocolatiers français. Et j'ai développé un centre, j'ai financé une coopérative par don, et cette coopérative a construit un centre d'excellence. Et j'ai porté comme nom Evin & Colossant. Donc, le but de mon trajet, c'est d'essayer de valoriser le cacao. Alors pour ça, évidemment, j'ai mis toute une liste de process et de réglementations que j'ai mis en accord avec la coopérative, comme cacao tout venant. Donc le prix du cacao, du coup, il est payé au moins cher. Là, il y a une valorisation du goût, c'est-à-dire que ça passe par le centre de fermentation, il y a une rigueur de transformation de la fève par la fermentation, et là, on obtient un cacao qui passe, un cacao, et puis un chocolat qui passe de 2 à 9 en termes de qualité. Justement, Anne-Sophie, qu'en penses-tu en ce qui concerne le moringa? Oui, alors le moringa, effectivement, on a les mêmes problématiques finalement qu'avec le cacao, c'est-à-dire que le consommateur actuellement, ce qu'il veut savoir, c'est comment est assécher les feuilles de moringa jusqu'à la poudre de moringa quand elle arrive à Paris. Et à mon sens, ou en tout cas ce qui permet une traçabilité, et aussi, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, et je pense que c'est assez important d'en parler aussi, tout ce qui est autour du salaire, des salaires, par exemple, des personnes qui cueillent pour moi les feuilles de moringa, il faut absolument qu'on ait le maximum de transparence. Ça passe par avoir communiqué aussi beaucoup, parce qu'on est une génération qui communiquons énormément, et ça passe aussi par tout ce qui est accréditation. Nous, par exemple, on a la labellisation EcoCert,
qui permet et qui nous permet de pouvoir exporter notre moringa, par exemple, en Europe. Et les autorités étatiques, comment peuvent-elles accompagner justement cette démarche nouvelle génération, nouveaux consommateurs avertis? La rigueur aussi, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais aussi la rigueur et d'avoir des process et des cahiers des charges très stricts, même si on travaille par exemple avec des agriculteurs qui ont une seule, par exemple, plantation ou qui ont quelques hectares, mais qui se tiennent et qui ont une rigueur de process et de travail à la hauteur de nos attentes en tant que marque ou entreprise européenne. Merci à tous. Et en effet, on enchaîne sur un sujet qui a été pas mal abordé ce matin. Le sujet de l'intelligence artificielle. Ça a été traité à plusieurs tables rondes. On se rend compte à quel point c'est un sujet majeur aujourd'hui pour l'Afrique. Pour en parler à mes côtés, Mehdi Ouaz. Bonjour Mehdi, Bonjour. Vous êtes président et fondateur du groupe Talent, qui est un groupe de conseil et d'expertise technologique. Vous comptez aujourd'hui 7000 collaborateurs et on verra que vous êtes dans 22 pays. Le siège est en France, mais vous êtes dans beaucoup de pays, notamment en Afrique. Notamment en Afrique. À mes côtés, Mohamed Zoglami. Bonjour Mohamed, je vous laisse tester. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle. Vous êtes un spécialiste des industries culturelles et créatives. Alors, je disais, on a entendu beaucoup ce matin dire que l'intelligence artificielle était cruciale pour le continent. Pourquoi le continent doit s'y intéresser ? Est-ce que ça peut vraiment changer la donne ? On va commencer peut-être avec ces grands principes. Mehdi. Alors, l'intelligence artificielle est une technologie de rupture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une technologie de rupture ? On en a parlé ce matin. C'est une technologie qui ne vous permet pas uniquement de mieux faire ce que vous faisiez avant, mais de le faire différemment. Donc, c'est une technologie qui va nous aider à métamorphoser le monde, à le réinventer, et donc permettre à des continents comme le continent africain, peut-être de rattraper son retard en moins d'une génération. Mohamed, en complément. Je crois que Mehdi a pratiquement tout dit. Je dis pratiquement parce que... Non, j'ai encore plein de choses à dire. Oui, non, mais il y a un secteur qui est clé quand même, qui sont pour moi les industries culturelles et créatives dont je viens. Parce que, à mon avis, quand on fait un focus, moi je suis pas un expert de l'IA, je préfère vous le dire tout de suite. Moi je suis un observateur. Moi je passe pratiquement 80% de mon temps sur le terrain, donc en Afrique, je vois ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tous son focus et on a tous cette image de l'Afrique à travers les user cases, à travers ces startups, à travers ces projets qui sortent. Mais l'Afrique, c'est pas que ça. Avant de prononcer 2-3 mots très rapides de clôture, je voudrais quand même remercier très sincèrement l'équipe qui a permis le succès de cette séance. Vous imaginez sans doute quand même ce que ça représente comme travail. Donc je voudrais remercier et féliciter toute l'équipe de l'Opinion, sans laquelle ça n'aurait pas été possible, les deux Cécile Desjardins et Cécile Collomb, sans oublier Ségolène, qui je ne vois pas, mais Ségolène Pinto, mais elle doit nous entendre, mais je l'associe aussi à remerciements, et tous les journalistes qui ont animé cette journée. Et puis je remercie aussi, évidemment, l'équipe du CHIAD. Alors c'est sympa parce que j'en fais partie, mais en tout cas Sandrine Soriol et toutes les personnes qui ont travaillé pour ça de longue date. Voilà. Et enfin, je vous remercie, vous. Je vous remercie pour votre audience, pour votre persévérance à assister. C'était formidable, vous étiez là tout le temps. Donc, il y a un continent d'avenir qui a une croissance avérée, c'est certain, qui a plein de projets et où tout le monde gagne bien sa vie. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, c'est simplement l'inquiétude et le ressenti du risque qui est majoré par rapport à la réalité en Afrique. Donc, par pitié, ne majorez pas le risque africain. Le risque africain, il n'est pas plus fort qu'ailleurs. Il est, à mon avis, plus faible. Simplement, les marchés sont petits. Alors, acceptez quand même d'avoir une vision à long terme, si je peux me permettre sur cette conclusion, et de dire, petit marché deviendra grand, peut-être je gagnerai pas d'argent la première année ou la deuxième année, mais la troisième année, ça viendra et ça durera, parce qu'on a plein d'atouts. Donc, confiance et envie d'aller de l'avant, et on va le faire ensemble, et j'ai envie de vous dire, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Moi, je voulais
Je voulais juste compléter, je voulais dire en effet merci Ossiane, merci Étienne, merci Sandrine, parce qu'en effet c'est grâce à vous ce succès. Pour rebondir sur tes mots, moi de tiédeur je n'en ai pas vu aujourd'hui, je n'ai vu que de la chaleur dans tous les sens du terme, donc je suis bien d'accord. Et je vais juste préciser, moi je dis rendez-vous à l'année prochaine, le 29 avril 2027. À très bientôt donc. Alors l'heure on vous la donnera après.